Alors, j'appelle le docteur Alain Gilbert, qui a organisé avec Michel Merle cette session d'orthopédie qui est centrée essentiellement sur la maladie de Dupuytren et qui sera suivie par une table ronde. Et je lui donne la parole en leur remerciant d'avoir organisé cette session qui semble fort intéressante. Je rappelle que pour la discussion qui aura lieu dans la deuxième partie, après les communications, vous indiquez bien vos noms de façon claire pour qu'au moment des enregistrements, on puisse repérer vos interventions. Ah, c'est la personne de la haute autorité, non? Oui, mais j'ai annoncé Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, chers collègues, c'est un sujet... c'est vrai, tout à fait trivial que celui de la maladie de Dupuytren. Je me suis dit qu'il y avait quand même un certain intérêt. D'abord parce que il y a beaucoup de changements ces derniers temps dans le traitement de la maladie de Dupuytren. Ensuite parce que nous arrivons tous malheureusement à un âge où c'est une maladie qui touche une bonne partie d'entre nous et que nous sommes toujours contents de savoir quels sont les progrès de cette maladie. Et donc revenir un petit peu sur cette maladie, tout d'abord, je vais faire quelques généralités avant de passer la parole à mes collègues. Tout d'abord, rappelons-nous que c'est notre collègue Houston d'Australie qui l'a appelé à un moment la maladie des Vikings. En effet, on sait qu'elle est surtout prévalente dans les pays scandinaves et celtiques du Nord, et qu'elle elle descend sur l'Europe du Sud progressivement, ce qui explique bien sûr les différences qu'il peut y avoir de prévalence entre ces différents pays, en sachant qu'elle est extrêmement rare en Asie et en Afrique. Dans l'histoire, on fait remonter les premières descriptions au chirurgien anglais Henry Klein, et vous voyez que c'était au XVIIIe siècle. Ensuite, Ashley Cooper a décrit la maladie elle-même, mais en fait, elle a pris le nom de Dupuytren dans une de ses leçons orales de l'Hôtel-Dieu en 1831, où il a parfaitement décrit 27 cas, dont un certain nombre sont restés classiques. Peut-être en parlera-t-on après. Et il faut citer bien sûr les auteurs modernes du XXe siècle qui ont fait progresser surtout l'aspect technique de cette maladie, Macindus, Cook, Dubiana, Houston. Et vous voyez que ce sont essentiellement bien sûr des auteurs anglo-saxons en raison de l'intérêt des anglo-saxons pour cette maladie. Guillaume Dupuytren, puisque c'est lui qui nous intéresse, était un chirurgien brillant, puisqu'il est devenu à 38 ans le chirurgien-chef de l'Hôtel-Dieu, et personne n'a omis de signaler ses qualités d'enseignant, ses qualités de chirurgien. Il était très habile. Dans son concours de prosectorat, il a devancé la plupart des chirurgiens les plus connus de son temps, tellement il était rapide. C'était sur une amputation de jambes. Mais il avait un caractère très difficile, et je pense que ça va peut-être ensemble, je ne sais pas. Il a donc décrit en 1831 dans cette leçon orale la rétraction permanente des doigts. Il l'appelait la rétraction permanente des doigts, et on lui a donné ensuite le nom de maladie de Dupuytren, qui a été publié en 1932 par ses assistants. Il est mort en 1835. Et je vous encourage, si vous en avez je dirais la volonté et l'envie, de lire ce discours d'Antonin Gosset en 1935 pour le centenaire de la mort de Dupuytren, qui a été prononcé à l'Académie des sciences et qui est fort intéressant. Alors, c'était quelqu'un de reconnu partout. Il a été considéré comme le meilleur chirurgien de son temps, grand chirurgien. Il ne s'intéressait pas que à la maladie de Dupuytren, il s'intéressait à tout. Il a fait beaucoup de choses intéressantes. Et vous voyez que le Lancet, et Dieu sait si les Anglais partent plutôt avares de leur louange pour des chirurgiens français, eh bien,
il le considérait comme le plus grand chirurgien de son temps. Que savons-nous de cette maladie? Alors on sait bien sûr qu'elle a souvent un caractère génétique, puisqu'on connaît des familles de Dupuytren, qu'elle est souvent en association avec le diabète, l'épilepsie, l'alcoolisme. On pourrait aller un peu plus dans le détail, mais tout ça est à la fois discutable et en même temps accepté. Et puis, il y a des hypothèses sur les micro-hémorragies locales que l'on connaît mal. Meyerding a montré une chose très importante qui est la prolifération des fibroblastes dans les nodules qui agissent en donnant cette rétraction et qui est le primum movens de la rétraction des brides. Et enfin, voilà cette classification sur laquelle je ne reviens pas. Il faut noter le rôle important de Gabbiani en 1972, qui a décrit de façon précise les myofibroblastes, qui sont maintenant à la base d'un traitement, et en particulier de ce qu'on appelle la théorie intrinsèque de la maladie de Dupuytren, et qui ont ouvert le chemin à ces traitements actuels dont on vous parlera tout à l'heure. Et puis, bien sûr, on a montré des modifications du collagène qui sont importantes. Alors, en clinique, je ne vais pas vous faire l'injure d'insister sur cette clinique. Pour beaucoup d'entre nous, il suffit de regarder notre main pour voir ces choses-là. Les nodules, les indentations avec les adhérences cutanées, avec les distorsions des plis de flexion, les brides, bien sûr, palmaires, digitopalmaires, digitales. Et bien sûr, la suite de tout ça, ce sont les rétractions articulaires, des MP, des IPP en flexion, mais également des rétractions que l'on va voir, des IPD en extension, en sachant que tous ces patients conservent une flexion active de bonne qualité. Et voilà l'hyperextension des IPD. Enfin, il y a les lésions ectopiques, les coussinets des phalanges, que l'on connaît bien et qui sont très souvent associés à la maladie et que pour certains représentent une forme de gravité de la maladie. La fibromatose plantaire, maladie de Lederer-Rose, la maladie de la Peyronie sur les corps caverneux, qui eux sont rarement en rapport avec la gravité de la maladie. Et enfin, il y a d'autres lésions ectopiques beaucoup plus rares. Très souvent bilatérales, atteignant beaucoup plus souvent les doigts cubitaux que les autres, et souvent commençant à la paume pour aller vers le doigt, mais il y a bien sûr des formes isolées digitales, et en particulier sur le 5e doigt. Alors il y a eu de multiples manière d'évaluer ces maladies de Dupuytren, celle que nous utilisons et qui nous paraît tout à fait claire et relativement facile à utiliser, c'est la classification de Tubiana en fonction du degré de rétraction de l'ensemble du doigt. Je reprends juste un mot sur l'anatomie palmaire normale, avec les aponévroses digitales, pour passer tout de suite à la maladie. Et cette maladie, vous voyez, laisse intacte une partie de cette aponévrose, en particulier les ligaments transverses proximaux et les bandes sagittales souvent. Il faut savoir que les pédicules vasculo-nerveux restent tout à fait en profondeur. On les voit ici dans une fois que la bride a été coupée, on voit en profondeur, latéralement, le nerf et l'artère. Donc, voilà ici la résection progressive d'une bride et finalement la libération complète. La terminaison de ces brides palmaires se fait essentiellement dans le derme, en particulier sur le doigt, et parfois dans la bride centrale, et de temps en temps, ce sont des brides profondes de part et d'autre de l'AMP.
Alors au niveau digital, les lésions sont beaucoup plus complexes. Il y a plusieurs sortes de brides et la plus complexe c'est la bride spirale. Et elles ont des rapports étroits avec les paquets vasculo-nerveux. Et c'est ainsi, si vous voulez, que l'on peut comprendre le danger de la maladie du Dupuytren au niveau des doigts. Et nous, on en reparlera parce que ce danger existe aussi bien pour la chirurgie que pour l'aiguille, que pour les injections. Donc, le vrai problème, c'est celui de la lésion de Dupuytren au niveau des doigts. Alors voilà les différentes formes de passage du pédicule au niveau des brides, avec parfois même des doubles spirales. Et souvent, il n'y a aucune description possible. Ce sont des espèces de paquets fibreux qui sont dans le doigt et qui sont extrêmement difficiles à enlever, ou en tout cas relativement dangereux. Sur le 5e doigt, à noter toujours l'insertion sur le tendon de l'abducteur du 5, qui est classique, et au niveau du pouce, la bride prétendineuse, la bride commissurale, qui est habituelle. Donc la prévalence, on le voit, 3 à 6% dans la population caucasienne, beaucoup plus rare, on l'a dit, chez les Asiatiques et les Africains, sauf, semble-t-il, au Japon. Au Japon, c'est la seule race asiatique où il y a un nombre de Dupuytren relativement élevé. L'âge de début, c'est au-delà, normalement, de 50, je dirais souvent 60, 70. Plus la maladie va commencer tôt, plus elle risque d'être grave. Et enfin, les antécédents familiaux. Les antécédents familiaux existent souvent, c'est très difficile à bien savoir, c'est une maladie très fréquente et il est difficile de savoir si c'est héréditaire ou simplement quelque chose de sporadique et répété. Les maladies associées, on l'a dit, le diabète, l'épilepsie, non pas l'épilepsie, souvent on pense que c'est plutôt le traitement de l'épilepsie, les barbituriques. L'alcoolisme, là encore, c'est discuté. On dit que peut-être c'est l'alcoolisme lui-même, peut-être simplement l'hépatopathie consécutive à l'alcoolisme. Enfin, le traumatisme, c'est une chose qui a été très discutée, car on voit apparaître des maladies du Dupuytren après des traumatismes de la main, après des fractures du poignet. Quel est le rôle du traumatisme? C'est difficile à dire. Enfin, l'évolution est variable, on l'a dit, les formes bénignes, très lentes, parfois ne nécessitent pas de chirurgie, et puis des formes agressives chez les sujets jeunes qui entraînent une récidive fréquente. Et c'est pour ça que dans ce pronostic, on fabrique ce qu'on appelle une diathèse, la diathèse de Dupuytren, et c'est Houston qui avait proposé cette diathèse en fonction de la bilatéralité, l'âge jeune du début, les antécédents familiaux et les lésions ectopiques. Cette diathèse a été modifiée par Indochat, qui, vous voyez, a rajouté un petit peu le sexe masculin, la consommation d'alcool, et dans les lésions ectopiques, essentiellement les coussinets des phalanges. Alors, dans les facteurs pronostiques, l'atteinte de l'IPP, en fait, c'est l'atteinte des doigts. L'atteinte des doigts est de bien plus mauvais pronostic que l'atteinte de la paume. De même, l'atteinte du 5e rayon se termine souvent par des rétractions très importantes, allant jusqu'à l'amputation. Et les formes féminines également donnent souvent des rétractions importantes. Alors, la date d'intervention, quelle doit-elle être? Est-ce que c'est le choix du patient? Est-ce que c'est le choix du chirurgien? Est-ce qu'il y a une bonne date pour opérer? On pense qu'il faut éviter d'opérer trop tôt, car certains disent qu'une intervention trop précoce peut donner un coup de fouet à la maladie. La rétraction MP peut attendre. La rétraction IPP nécessite un traitement relativement rapide en raison de la raideur qui va en découler. En fait, le test, c'est d'une simplicité absolue. C'est lorsqu'on n'arrive plus à mettre la main à plat sur la table, eh bien, il est licite d'envisager une intervention. Ça ne veut pas dire qu'il faut la faire, mais c'est licite. Les traitements actuels non chirurgicaux, donc vous voyez les traitements généraux qui n'ont plus beaucoup de lieu d'être, locaux avec des corticoïdes, les radiothérapies n'est utilisée qu'en Allemagne, les ondes de choc, on a des doutes, et puis maintenant, bien sûr, on en parlera,
la collagénase. Les traitements chirurgicaux, c'est les aponévrectomies partielles, complètes, étendues, et c'est bien sûr le traitement que nous connaissons tous et que nous avons utilisé pendant des années. Juste pour situer un peu les choses, ce sont des sources de l'assurance maladie en 2001. Vous voyez que ce n'est pas tout récent, mais enfin les chiffres n'ont sûrement pas été bouleversés. Il y avait 12 000 maladies de Dupuytren opérées pendant cette année-là. 25% dans les hôpitaux publics, 75% dans le privé, 60% d'ambulatoires. Il est vraisemblable que le nombre d'ambulatoires a été modifié depuis. Dans la même année, se souvenir que 75 000 canocarpiens ont été opérés, 50 000 chirurgies du sein, globalement, et 130 000 arthroscopies du genou. Donc, déjà, ça vous situe un petit peu l'importance de cette maladie de Dupuytren, qui est un des 2 actes les plus fréquemment utilisés par les chirurgiens de la main. Donc le choix du traitement dépendra de nombreux facteurs, bien sûr la main, le nombre de rayons, la sévérité de la rétraction, le doigt ou la paume. Le choix du traitement dépend également du patient, c'est-à-dire de sa diathèse, le risque de récidive, la compliance, car certains traitements nécessitent une compliance importante, et un souhait bien sûr du patient. Et enfin du chirurgien. Ça dépend de ses habitudes, ça dépend de ses capacités et de ses choix directs. En fait, quel est le but que nous avons, nous, chirurgiens? Nous savons que la maladie ne peut pas être guérie, mais nous devons rendre les doigts aussi fonctionnels que possible et pour aussi longtemps que possible. Voilà notre but, et c'est ce que mes collègues vont essayer de faire. Merci. Vous connaissez le mieux.